Henry, l'homme qui m'a élevé ces 15 dernières années, avec des sourires confiants et un avocat privé, absolument certain qu'il repartirait avec des millions. Mais lorsque maître Margot Morand a ouvert cette enveloppe scellée et a commencé la lecture, ses sourires se sont évanouis. Et lorsqu'elle est arrivée à la clause 7, ma mère, la femme qui avait autrefois déclaré que je n'étais plus sa fille, s'est levée brusquement, le visage livide, la bouche bée d'incrédulité. Pour comprendre pourquoi ma mère a réagi de la sorte, je dois vous ramener à l'été 2010, quand j'étais une jeune fille de 13 ans qui croyait être la cause de tous les problèmes de sa famille. En grandissant dans une maison modeste de la banlieue de Lyon, j'ai appris tôt que l'amour dans notre famille n'était pas distribué équitablement. Mon père, Richard Mercier, travaillait comme mécanicien dans un garage du centre-ville. C'était un homme de peu de mots, et la plupart de ses mots servaient à approuver tout ce que disait ma mère. Ma mère, Sandrine, travaillait à la caisse d'un supermarché et gérait notre foyer avec la précision de quelqu'un qui savait exactement qui méritait quoi. Ma sœur Stéphanie avait 2 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds dorés de maman, ses yeux bleus brillants, son rire facile. Tout le monde le disait, Stéphanie te ressemble tellement au même âge, Sandrine. Et maman rayonnait. Moi, je ressemblais à notre défunte grand-mère, la mère de mon père. Cheveux bruns, yeux marrons, tempérament calme. Maman n'a jamais dit que c'était une mauvaise chose, elle n'a juste jamais dit grand-chose sur moi tout court. Les différences se voyaient partout. Pour les 15 ans de Stéphanie, maman a organisé une fête avec 15 invités, une pièce montée d'une pâtisserie renommée et la location d'une machine de karaoké. Pour mes 13 ans, 3 mois plus tard, nous n'étions que nous 4 autour de la table de la cuisine avec un gâteau en promotion venant du supermarché où travaillait maman. Le glaçage disait « Joyeux anniversaire », sans aucun prénom, un reste générique d'une commande annulée par quelqu'un d'autre. Je n'ai réalisé ce qui se passait qu'à l'âge de 12 ans. C'est là que j'ai découvert que Stéphanie avait un plan d'épargne logement ouvert quand elle avait 5 ans. 8 ans de dépôt, des milliers d'euros. J'ai demandé à maman pourquoi je n'en avais pas. Elle m'a regardé comme si la question l'étonnait. Stéphanie a besoin d'argent pour ses études. Tu trouveras bien une solution, tu es douée pour t'adapter. C'était la première fois que je comprenais ma place dans cette famille. J'étais l'enfant de réserve, gardée là, mais jamais vraiment désirée. L'été 2010 a tout changé. En avril de cette année-là, j'ai postulé pour le stage d'été scientifique de l'école polytechnique pour les collégiens doués. C'était un programme résidentiel de 6 semaines pour les élèves montrant des capacités exceptionnelles en sciences et en mathématiques. La bourse couvrait tout, les cours, l'hébergement, les repas et le matériel. Valeur totale, 4 200 €. Je n'ai dit à personne que j'avais postulé. J'avais appris à ne pas exprimer mes espoirs à voix haute dans cette maison. Le 15 mai, la lettre d'acceptation est arrivée. Sur plus de 2000 candidats, 50 élèves avaient été sélectionnés. J'en faisais partie. Pendant exactement un après-midi, j'ai eu l'impression d'exister. Puis Stéphanie a entendu parler d'un stage de théâtre à Paris dont son professeur d'art dramatique avait parlé. 3 semaines, aucune bourse. Prix, 2800 €. Ce soir-là au dîner, maman a annoncé la solution qu'elle avait élaborée dans sa tête. « Diane, tu vas refuser ton truc de science. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous envoyer toutes les deux à des programmes d'été, et le stage de Stéphanie l'aidera pour ses dossiers d'école d'art plus tard. » Elle a dit cela comme si elle discutait du menu de la semaine, pas comme si elle brisait les rêves de quelqu'un. J'ai fixé mon assiette. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter, non. Toute la table est devenue silencieuse. Même le ronronnement du réfrigérateur semblait s'être arrêté. Pardon ? La voix de maman est descendue dans ce registre dangereux qu'elle utilisait avec les clients qui essayaient d'utiliser des bons de réduction périmés. Cette bourse n'est pas ton argent à redistribuer, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Je l'ai méritée. C'est la mienne. Maman m'a regardée comme si je m'étais transformée en étrangère sous ses yeux. Si tu ne peux pas faire de sacrifice pour cette famille, a-t-elle dit lentement, alors tu ne fais pas partie de cette famille. À 13 ans, je pensais qu'elle était juste en colère. Je n'avais pas réalisé qu'elle le pensait littéralement. 3 jours après ce dîner,
je suis rentrée de la bibliothèque municipale pour trouver mes affaires emballées dans 2 sacs poubelles noirs posés sur le perron. Ma mère se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air résolue, comme quelqu'un qui vient de terminer une corvée désagréable. « J'ai appelé Henri », a-t-elle dit. « Il va venir te chercher. À partir de maintenant, tu es son problème. » Je suis restée là, sur le perron où j'avais passé toute ma vie, essayant de comprendre ce qui arrivait. Derrière maman, j'apercevais papa dans le couloir. Il ne me regardait pas. Il ne disait rien. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du premier étage. Stéphanie regardait derrière le rideau. Quand nos regards se sont croisés, elle a reculé dans l'ombre de sa chambre. Elle n'est pas descendue. J'ai attendu sur ce perron de 18h jusqu'à 22h, pendant 4 heures. Ma mère est rentrée à l'intérieur après les 5 premières minutes. La lumière extérieure n'a jamais été allumée. Oncle Henri vivait à Paris, à plusieurs heures de route. Il a conduit toute la nuit pour venir me chercher. Quand sa Peugeot grise est entrée dans l'allée, j'étais toujours assise sur ces sacs poubelles, les genoux serrés contre ma poitrine. Il est sorti sans rien dire au début, il s'est juste approché, m'a regardé et m'a serré dans ses bras si fort que je ne pouvais plus respirer. « À partir de maintenant, » a-t-il dit doucement, « tu as une maison. » Cette nuit-là, alors que nous roulions vers le nord à travers l'obscurité vers Paris, je ne savais pas que ma mère avait signé un document avant qu'Henri ne parte. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'étais juste une enfant effrayée regardant par la fenêtre, me demandant ce que j'avais fait de mal. Il faudrait 15 ans pour que ce document refasse surface. Et quand il le ferait, il changerait tout. L'appartement d'Henri à Boulogne-Billancourt n'était pas immense, mais il me semblait énorme comparé à l'espace restreint que j'occupais chez mes parents. Pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre qui était entièrement la mienne. Plus important encore, j'avais quelqu'un qui croyait en moi. Oncle Henri avait bâti, Patrimoine Mercier Immobilier, à partir de rien, une société d'immobilier commercial qu'il avait commencé avec un seul petit immeuble de bureau acheté après avoir fait des doubles services pendant 6 ans. En 2010, il possédait 8 propriétés à travers la région parisienne. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant. Quand je suis arrivée sur son paillasson avec rien d'autre que 2 sacs poubelles, il ne s'est pas contenté de m'accueillir, il a investi en moi. Au cours des 4 années suivantes, je me suis jetée à corps perdu dans mes études. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien en 2014, major de ma promotion. L'Université Paris-Dauphine m'a accepté en gestion et finance. En 2018, j'avais mon master, diplômé avec les félicitations du jury. Oncle Henri m'avait donné des opportunités de stage chez Patrimoine Mercier. Dès ma 2e année, j'ai appris le métier à la base, saisie de données, analyse de baux, relations avec les locataires, évaluation de biens. En 2019, après 18 mois dans un grand cabinet d'audit que j'appellerai Dumas et Associés, j'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable. 1 an plus tard, Henri m'a proposé un poste de contrôleuse de gestion. En 2021, j'étais directrice financière. Le jour de mes 26 ans, je gérais un portefeuille de 12 propriétés commerciales d'une valeur combinée de 23,7 millions d'euros. Henri m'a envoyé un courriel ce jour-là. Je l'ai toujours précieusement enregistré. L'objet était « À ma fille ». Le message était simple, tu n'as rien à prouver aux gens qui t'ont abandonné, mais tu dois te prouver à toi-même que tu en es digne. Tu le es. Joyeux anniversaire, Diane. En 15 ans, ma famille biologique m'a contacté exactement 3 fois. La première fois, c'était en 2012. Ma mère a appelé le téléphone d'Henri, pas le mien, pour demander 5 000 euros. Papa avait perdu son travail au garage. Les temps étaient durs. Sûrement qu'Henri pouvait aider son propre frère. Henri a refusé. Il m'a parlé de l'appel après coup, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé de tes nouvelles une seule fois, a-t-il dit. Ni comment tu allais à l'école, ni si tu étais en bonne santé. Ils veulent juste de l'argent. Le 2e contact a eu lieu en 2016. Stéphanie m'a envoyé un faire-part de mariage. Pas de mots personnels. Pas de « j'espère que tu vas bien ».
Juste la carte formelle imprimée avec mon nom et l'adresse d'Henri à Paris. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai pas répondu du tout. La troisième fois, c'était en 2020. Ma mère m'a envoyé un courriel, le premier contact direct qu'elle initiait depuis qu'elle m'avait jeté dehors. L'objet était « prendre des nouvelles ». Le message mentionnait qu'elle avait vu un article dans un journal économique sur l'expansion de Patrimoine Mercier. Elle espérait que j'allais bien et suggérait que nous devrions nous retrouver un jour. J'ai supprimé le courriel sans répondre. Je ne gardais pas de rancune. J'avais simplement construit une vie qui ne les incluait pas, et je ne voyais aucune raison de changer cela. À l'été 2024, Henri a reçu un diagnostic qui a tout changé. Une insuffisance cardiaque avancée. Les médecins lui donnaient 12 à 18 mois. Il a tenu 8 mois. Durant ces derniers mois, Henri a rencontré son notaire à plusieurs reprises. Il a mis à jour son testament en juin 2024, 6 mois avant de s'éteindre. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, il a juste souri. « Tout est réglé », a-t-il dit. « Concentre-toi sur l'entreprise. » Je me suis occupé du reste. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Je ne connaissais pas les clauses. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Oncle Henri est décédé le 28 février 2025. Il est parti paisiblement dans son sommeil à l'hôpital américain, avec moi lui tenant la main. Une semaine plus tard, le 7 mars, j'étais dans mon bureau chez Patrimoine Mercier quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu de la région lyonnaise. J'ai failli ne pas répondre. Diane. La voix était immédiatement reconnaissable. 15 ans n'avaient pas changé la façon particulière qu'avait ma mère de prononcer mon prénom, comme si elle goûtait quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir avaler. Sandrine. J'ai gardé une voix neutre. Pas « maman », juste son prénom. Une brève pause. Je pouvais presque l'entendre recalibrer sa stratégie. J'ai appris pour Henri, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolée pour ta perte. Je pensais venir pour la cérémonie commémorative. Présenter mes respects. La cérémonie a eu lieu il y a 3 jours. Une autre pause. Oh, eh bien, j'ai aussi entendu dire qu'il y aurait une lecture de testament bientôt. La famille a le droit d'assister à ces choses-là, tu sais, surtout quand il s'agit de la succession d'un frère. Voilà. La vraie raison de l'appel. Comment as-tu entendu parler de la lecture du testament? J'ai un avocat, maître Victor Hérault. Il a passé quelques appels. Ce nom a éveillé un vague souvenir. Henri avait mentionné un Victor Hérault une fois, un avocat qu'il avait consulté des années auparavant et avec qui il avait décidé de ne pas travailler. J'ai parlé à maître Margot Morand, l'avocate d'Henri. Le lendemain matin, elle a confirmé mes soupçons. Sandrine avait engagé Hérault pour contester le testament. Leur motif, abus de faiblesse, alléguant que j'avais manipulé un homme malade dans ces derniers mois. Ils exigeaient également d'assister à la lecture du testament en tant que membre de la famille immédiate du défunt. J'ai fixé la photo d'Henri sur mon bureau. Sur l'image, il souriait, presque comme s'il avait su que cela arriverait, comme s'il l'avait prévu. Le cabinet de maître Morand occupait un étage prestigieux dans un immeuble moderne du quartier de la Défense. À travers les baies vitrées, on pouvait voir tout Paris par temps clair. Le 10 mars n'était pas un jour clair. La pluie striait les vitres alors que Margot exposait la situation. Maître Hérault a déposé une contestation formelle au nom de Richard et Sandrine Mercier, a-t-elle dit en faisant glisser un document sur son bureau. La plainte allègue une influence indue. Ils soutiennent que vous avez isolé Henri de sa famille pendant sa maladie et que vous l'avez forcé à changer son plan successoral. J'ai lu le document, l'estomac noué à chaque paragraphe. Ils réclament 50% de la succession, a continué Margot. Leur théorie juridique est qu'en tant que seul frère survivant, Richard devrait avoir droit à l'héritage selon les règles de la dévolution légale, ou au minimum recevoir une part significative reflétant les liens naturels de fraternité. Liens naturels? Ai-je répété. Richard et Henri ne s'étaient pas parlé pendant 8 ans avant que je ne vienne vivre avec Henri.
Vous le saviez? Margot a hoché la tête. Je le sais, Henri m'a raconté toute l'histoire, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète dans ce dépôt. Elle a sorti une autre page de son dossier. Ils n'ont pas besoin de gagner ce procès. Si cela va en litige, la succession pourrait être gelée pendant 12 à 18 mois pendant l'instruction. Pendant ce temps, les propriétés ont besoin de gestion. Les locataires attendent. Les factures doivent être payées. Une bataille juridique prolongée pourrait coûter des centaines de milliers d'euros en frais d'avocat et d'évaluer tout le portefeuille. Donc, il parie sur le fait que je vais les payer pour qu'ils s'en aillent. C'est la stratégie, a acquiescé Margot. Ce n'est pas rare dans les litiges successoraux. J'ai baissé les yeux sur la plainte. Dans la section décrivant notre histoire familiale, Sandrine avait écrit que j'avais abandonné ma famille et exploité la solitude d'Henri. La femme qui m'avait jeté dehors prétendait que je l'avais abandonnée. Avez-vous une documentation sur votre situation en 2010? A demandé Margot. Quelque chose qui établit ce qui s'est réellement passé quand vous êtes allé vivre chez Henri? J'ai repensé à cette nuit sur le perron, les sacs poubelles, les 4 heures d'attente, Henri arrivant dans l'obscurité. J'avais 13 ans, ai-je dit. Je n'ai pas vraiment gardé de registre. Henri, si. Margot tendait déjà la main vers son téléphone. Elle a appelé son assistante et a demandé un numéro de dossier spécifique aux archives. 20 minutes plus tard, son assistante est revenue avec un dossier jauni. Margot l'a ouvert avec précaution, parcourant le contenu. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Diane, étiez-vous au courant de ceci? Elle a fait glisser le document sur le bureau. L'entête disait « Renonciation volontaire aux droits parentaux et transfert de tutelle », daté du 15 juillet 2010. Le document stipulait que Richard James Mercier et Sandrine Hélène Mercier, saints d'esprit, renonçaient volontairement à tous leurs droits et responsabilités parentaux pour leur fille mineure, Diane-Marie Mercier, et transféraient la tutelle légale complète à Henri Raymond Mercier. En bas se trouvaient 4 signatures, celle de ma mère, celle de mon père, celle d'Henri et celle d'un notaire. Ils ne se sont pas contentés de vous mettre à la porte, a dit doucement Margot. Ils vous ont légalement abandonné, ils ont signé l'abandon de leurs droits parentaux. Pour la loi, Sandrine et Richard Mercier ont cessé d'être vos parents au moment où ils ont signé ce document. Mes mains tremblaient. J'avais 13 ans, j'étais assise sur un perron dans le noir. Je n'avais aucune idée que ma mère signait des papiers à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour leur plainte? L'expression de Margot a changé. Cela signifie que Richard n'a aucune légitimité pour réclamer un héritage par lien familial. Légalement, il n'est plus votre parent. Il a rompu ce lien lui-même, par écrit, devant témoins, il y a 15 ans. Margot m'a proposé 2 options. Option 1, nous négocions, a-t-elle dit. Je contacte Hero, j'explique que leur position juridique est bien plus faible qu'ils ne le pensent, et j'offre un règlement 500 000 à 1 million d'euros en échange du retrait de leur contestation et de la signature d'une renonciation à toute réclamation future. C'est plus rapide, plus propre et cela évite tout spectacle public. Et l'option 2? Nous procédons à la lecture du testament comme prévu. Ils ont exigé d'être présents en tant que famille. Laissons-les faire. Ensuite, nous présentons les preuves, le document de transfert de tutelle, toute l'histoire, tout ce qu'Henri voulait divulguer en cas de contestation. Elle a marqué une pause. Henri avait anticipé cela, Diane. Il a laissé des instructions spécifiques sur la manière de gérer exactement ce scénario. Il voulait que la vérité soit inscrite au dossier. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans le salon de l'appartement qu'Henri m'avait laissé, regardant les photos de famille sur la cheminée. Il y avait des photos de moi à chaque étape, remise des diplômes du lycée, de l'université, le jour où j'ai eu mon diplôme d'expert comptable. Sur chaque photo, Henri rayonnait à mes côtés. Il n'y avait aucune photo de Richard ou de Sandrine. Pas une seule. J'ai pensé aux mots d'Henri dans ce courriel, tu ne leur dois rien, mais tu te dois la vérité à toi-même. À 7 heures le lendemain matin, j'ai appelé Margot. Je veux que la lecture du testament ait lieu. Pas de règlement,
pas de rachat. S'ils veulent être présents, qu'ils le soient. Mais nous ne cacherons rien. En êtes-vous sûr? Une fois que cela deviendra public, ils ont choisi de rendre cela public en déposant leur plainte. Je ne fais que respecter leur choix. La lecture du testament était prévue pour le vendredi 14 mars 2025 à 14 h dans la salle de conférence du cabinet Morand et Associés. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs. Ma meilleure amie, Léa Roussel, que j'avais rencontrée lorsqu'elle avait rejoint Patrimoine Mercier comme directrice des ressources humaines 3 ans plus tôt, m'a aidé à organiser la documentation. Elle était la seule personne, avec Margot, à connaître toute l'histoire de mon enfance. 47 courriels, a dit Léa en levant les yeux de son ordinateur portable dans mon bureau le mercredi soir. 47 courriels d'Henri qui te sont adressés sur 10 ans, documentant sa relation avec toi et ses raisons de s'éloigner de Richard. Les courriels peignaient un tableau clair. En 2002, Richard avait emprunté 80 000 € à Henri avec la promesse de les rembourser sous 5 ans. 23 ans plus tard, pas un seul euro n'avait été rendu. Cette promesse rompue avait fracturé leur relation. Mon arrivée en 2010 n'avait rien à voir avec leur éloignement, c'était un conflit qui couvait déjà depuis 8 ans. Léa a également sorti les rapports financiers de mes 3 années en tant que directrice financière. Sous ma direction, le portefeuille de Patrimoine Mercier était passé de 17,7 millions à 23,7 millions d'euros, une augmentation de valeur de 34%. Les taux d'occupation étaient en moyenne de 96%. Les scores de satisfaction des locataires étaient les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. Le jeudi soir, j'ai rencontré le docteur Laurence Aget, la thérapeute que je voyais depuis le début de la vingtaine. « Souvenez-vous pourquoi vous faites cela ?» a-t-elle dit. Vous ne cherchez pas la vengeance. Vous fermez un chapitre. Il y a une différence. Et si je ressens de la satisfaction quand ils réaliseront qu'ils ont perdu? Le docteur Aget a souri doucement. Cela s'appelle la justice, Diane. Se sentir validé quand la vérité éclate n'est pas la même chose que de la cruauté. La question est ce que vous ferez après. J'ai conduit jusque chez moi cette nuit-là à travers les rues de Paris mouillées par la pluie, réfléchissant à ces paroles. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain avant de me coucher. Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi, ai-je dit à mon reflet. Toi seul décides de ton histoire désormais. Vendredi arrivait et j'étais prête. Laissez-moi faire une pause ici une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous demandez comment j'ai géré la suite, laissez un commentaire avec vos prédictions. Que pensez-vous que Sandrine a fait lors de la lecture du testament? Et si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà dû fixer des limites avec votre famille, n'oubliez pas de vous abonner. Nous arrivons à la partie que vous attendiez. Maintenant, revenons à ce vendredi après-midi. La salle de conférence de Morand et Associés occupait un coin de l'étage avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. Par temps clair, cela aurait été époustouflant. Ce 14 mars 2025, le ciel était couvert, d'un gris acier qui correspondait à mon humeur. Je suis arrivé 15 minutes en avance, à 13h45. Je portais un tailleur bleu marine sur mesure. Professionnel, sobre. Mes cheveux étaient attachés en un chignon simple. J'avais appris d'Henri que les personnes les plus puissantes dans une pièce n'avaient jamais besoin de s'annoncer. La salle de conférence pouvait accueillir 20 personnes à la table principale. Quand je suis entrée, 14 personnes étaient déjà présentes. Margot Morand était en bout de table avec 2 collaborateurs. Thomas Gallois, l'auditeur principal du cabinet Dumas et Associés, qui gérait les comptes d'Henri depuis une décennie, occupait un siège près de la fenêtre. Des représentants de 3 organisations caritatives remplissaient plusieurs chaises, l'hôpital Necker Enfants Malades, la Fondation Abbé Pierre et la Ligue pour la protection des oiseaux. Henri avait été un donateur important pour les 3 pendant plus de 20 ans. 5 membres de la direction de Patrimoine Mercier étaient assis ensemble près de la porte. Ils avaient travaillé avec Henri pendant des années et me connaissaient depuis mes jours de stage. Margot a croisé mon regard et a désigné un siège au centre de la table, directement en face de l'endroit où elle lirait le testament. J'ai pris ma place, disposant le dossier de documents que Léa avait préparé devant moi. À travers la paroi vitrée,
je pouvais voir le hall des ascenseurs. À 14h03, les portes se sont ouvertes. Ma mère est sortie la première. Même de loin, je voyais qu'elle s'était habillée pour l'occasion. Robe noire, collier de perles, maquillage complet. Derrière elle venait mon père, ma sœur et un homme dans un costume coûteux portant une mallette en cuir de luxe. Le spectacle allait commencer. Sandrine Mercier est entrée dans la salle de conférence comme si elle en était la propriétaire. C'était toujours sa façon de faire, projeter une confiance qu'elle n'avait pas méritée, revendiquer un espace qu'on ne lui avait pas donné. Elle portait une robe noire qui semblait neuve, et son collier de perles accrochait la lumière alors qu'elle balayait la pièce avec une expression travaillée de douleur digne. Derrière elle, mon père, Richard, est entré en traînant les pieds, portant un costume gris qui ne lui allait plus tout à fait. Il avait pris du poids. Ses yeux ont trouvé les miens brièvement, puis se sont détournés. Il avait toujours été doué pour détourner le regard. Stéphanie suivait dans une robe rose pastel. Un choix étrange pour une lecture de testament, comme si elle s'était trompée d'événement. À 30 ans, elle avait l'air fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le vol matinal depuis Lyon. Leur avocat, maître Victor Hérault, fermait la marche. Il était grand, les cheveux argentés, avec ce genre de confiance polie qui vient de décennies de litiges à enjeux élevés. Sa mallette coûtait probablement plus cher que mon premier salaire. Le regard de Sandrine a balayé la pièce jusqu'à ce qu'il s'arrête sur moi. « Ah » a-t-elle dit, sa voix portant d'une manière qu'elle avait perfectionnée. « Tu es déjà là. » Je ne me suis pas levée. Sandrine. Le simple mot, son prénom, pas « maman », l'a fait hésiter en plein élan. Quelque chose a traversé son visage. Puis elle s'est reprise. J'espérais que nous pourrions parler en privé avant que cela ne commence. Les affaires de famille doivent être traitées par la famille. La séance commence dans 2 minutes, ai-je dit. Je suis sûre que tout ce que vous avez à dire peut attendre. Margot Morand s'est levée. Madame Mercier, Monsieur Mercier, Mademoiselle Mercier, Maître Hérault. Des sièges ont été disposés pour les parties présentes le long du mur. La table principale est réservée aux bénéficiaires et aux représentants de la succession. La mâchoire de Sandrine s'est contractée visiblement. Elle s'attendait à une place au centre. Au lieu de cela, on la dirigeait vers la périphérie. Elle n'était même pas à table. Sandrine ne s'est pas assise tranquillement. Au lieu de cela, elle a fait un détour par les représentants de l'hôpital Necker, s'arrêtant pour se présenter avec une expression de chagrin fin. « Je suis Sandrine Mercier », a-t-elle dit assez fort pour que toute la salle l'entende. La belle-sœur d'Henri. Nous étions très proches pendant de nombreuses années avant cet éloignement regrettable. Elle a jeté un regard significatif dans ma direction. La représentante de l'hôpital, une femme d'une 50aine d'années nommée Dr Patricia Legrand, a hoché la tête poliment, mais n'a rien dit. Sandrine a continué, imperturbable. C'est si tragique de voir comment certaines personnes entrent dans une famille et créent la division. Henri était un homme si généreux, si confiant, peut-être trop confiant. J'ai gardé les yeux sur mon dossier. Je n'ai pas répondu. J'avais appris depuis longtemps que Sandrine se nourrissait des réactions. Stéphanie, s'installant sur une chaise contre le mur, a ajouté son grain de sel. Oncle Henri venait nous voir à Lyon tout le temps quand nous étions petites. Je ne comprends pas pourquoi elle peut s'asseoir là-haut et nous, on est ici. Maître Hérault prenait déjà des notes, son stylo courant sur un bloc légal, documentant tout, cherchant la moindre réaction qu'il pourrait déformer. Je ne lui ai rien donné. Sandrine s'est assise à côté de Stéphanie, mais elle n'avait pas fini. Alors que Margot organisait ses papiers, la voix de Sandrine a de nouveau coupé le silence de la pièce. Une enfant qui a été rejetée par ses parents a généralement une raison. J'aurais juste aimé qu'Henri voie clair en elle comme nous l'avons fait. Une mère sait toujours. Les mots sont restés suspendus. Plusieurs personnes dans la salle ont bougé, mal à l'aise. Thomas Gallois, l'auditeur, fixait Sandrine avec une incrédulité manifeste. Je l'ai regardée, vraiment regardée, pour la première fois en 15 ans. Elle n'avait pas changé du tout. La même certitude, le même besoin de contrôler le récit, la même conviction absolue d'être la victime.
Margot s'est raclé la gorge. Il est 14h10. Nous allons commencer. Margot Morand a brisé le sceau d'une grande enveloppe avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui avait accompli ce rituel des centaines de fois. Ceci est le dernier testament de Monsieur Henri Raymond Mercier, a-t-elle commencé, sa voix portant le poids formel exigé par le moment. Né le 4 juillet 1953, décédé le 28 février 2025. Ce document a été exécuté le 18 juin 2024 et représente l'expression finale des volontés de Monsieur Mercier concernant la disposition de ses biens. Sandrine s'est penchée légèrement en avant. Margot a continué la lecture des sections préliminaires. L'article 1 confirmait l'identité et la résidence d'Henri. L'article 2 déclarait qu'il était sain d'esprit. Margot a noté qu'une évaluation psychiatrique avait été menée par le docteur Étienne Parc le 10 juin 2024, 8 jours avant la signature du testament. L'évaluation a confirmé que M. Mercier possédait sa pleine capacité testamentaire et n'était soumis à aucune influence indue au moment de l'exécution, a lu Margot. J'ai surpris Sandrine échangeant un regard avec Maître Hérault. Il comptait contester l'état mental d'Henri. Cette documentation compliquait leur stratégie. L'article 3 révoquait tout testament antérieur. Puis Margot est passée à l'article 4, l'inventaire des actifs. Au moment du décès, la succession de M. Mercier comprenait les éléments suivants: 12 propriétés commerciales situées en Île-de-France avec une valeur d'expertise combinée de 18,2 millions d'euros, des comptes d'investissement contenant des portefeuilles d'actions diversifiés évalués à environ 4,1 millions d'euros, des liquidités s'élevant à 1,4 million d'euros. J'ai entendu Stéphanie chuchoter à Sandrine, ça fait presque 24 millions. Sandrine a hoché la tête, les yeux calculateurs. Margot a levé les yeux brièvement. Le testament contient 47 pages. Je vais maintenant passer à l'article 5, qui concerne les legs spécifiques et les exclusions. Elle a tourné la page et ajusté ses lunettes. Article 5, concernant Richard James Mercier, frère du défunt. Sandrine a esquissé un sourire. Elle n'allait pas sourire longtemps. La voix de Margot était ferme lorsqu'elle a lu la première ligne: je ne prends aucune disposition dans ce testament pour mon frère Richard James Mercier pour les raisons suivantes, que je souhaite voir lues à haute voix et inscrites au procès-verbal. Le sourire de Sandrine a vacillé. Margot a continué de lire les mots d'Henri. Premièrement, en mars 2002, Richard m'a emprunté 80 000 euros avec une promesse écrite de rembourser la totalité de la somme sous 5 ans. 23 ans ont passé. Pas un seul euro n'a été rendu. J'ai conservé la reconnaissance de dette originale comme preuve. Le visage de Richard est devenu livide. Il ne s'attendait pas à cela. Deuxièmement, le 15 juillet 2010, Richard et son épouse Sandrine ont volontairement signé un document légal renonçant à tous leurs droits parentaux sur leur fille, Diane-Marie Mercier, me transférant sa tutelle complète. Ce document a été dûment authentifié par notaire. Sandrine s'est levée d'un bond. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Margot a marqué une pause, a regardé Sandrine par-dessus ses lunettes, et a continué la lecture sans relever l'interruption. La signification de ce document est la suivante: en mettant fin légalement à leur relation parentale avec Diane, Richard et Sandrine ont rompu tout droit qu'ils auraient pu avoir d'hériter de moi par son intermédiaire. Diane est mon héritière légale. Richard n'est plus son père aux yeux de la loi. Par conséquent, Richard n'a aucun lien familial avec mon héritière désignée, et aucune légitimité pour contester ce testament sur la base de liens familiaux. Richard s'est levé lui aussi. C'est ridicule. Je suis le frère d'Henri, son frère de sang. Maître Hérault a attrapé le bras de Richard pour le rasseoir, mais même le visage de l'avocat était devenu gris. Margot a sorti un document de son dossier. Pour information, l'acte original de renonciation volontaire aux droits parentaux est archivé. J'en ai ici une copie certifiée conforme que toute partie peut examiner. Elle a posé le document sur la table. Sandrine le fixait comme si c'était une grenade dégoupillée. Sandrine ne s'est pas rassise. Son assurance, ce masque soigneux qu'elle portait, s'est brisé. Sa voix a monté, aiguë et désespérée. C'est insensé. Ce papier ne veut rien dire. Nous sommes toujours sa famille. La voix de Margot est restée calme.
Madame Mercier, je dois vous demander de vous asseoir. Interrompre la lecture d'un testament est une affaire que le tribunal prend au sérieux. Sandrine l'a ignoré. Elle m'a pointé du doigt. C'est elle qui a fait ça. Elle a manipulé Henri contre sa propre famille. Elle l'a empoisonné contre nous. Le docteur Patricia Legrand semblait mal à l'aise. Les représentants des œuvres caritatives n'avaient pas signé pour une crise de nerfs familiale. Stéphanie tirait sur la manche de Sandrine. Maman, assieds-toi. Les gens regardent. Je me fiche de savoir qui regarde. La voix de Sandrine s'est cassée. Je veux savoir comment c'est arrivé. Henri aimait Richard. Ils étaient frères. Finalement, j'ai pris la parole. Ma voix était calme, assurée, de la manière qu'Henri m'avait apprise pour les négociations difficiles. Ne jamais lever la voix. Oblige-les à faire un effort pour t'écouter. Sandrine, tu as fait un choix il y a 15 ans. Tu as mis mes affaires dans des sacs poubelles et tu m'as laissé sur un perron dans le noir. Ensuite, tu es rentrée et tu as signé un document pour m'abandonner. J'avais 13 ans. La salle était plongée dans un silence absolu. C'était ta décision, ai-je continué. Pas la mienne, pas celle d'Henri. La tienne. Tout ce qui arrive aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que tu as choisi de faire cette nuit-là. La bouche de Sandrine s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je l'ai regardée fixement. Je ne te hais pas, mais je ne te dois rien non plus. Tu t'en es assuré quand tu as signé ce papier. Maître Hérault écrivait furieusement sur son bloc, bien que je ne puisse imaginer quelle stratégie il pensait pouvoir sauver. Margot s'est raclé la gorge. Si nous pouvons continuer, je n'ai pas encore lu la clause 7. Sandrine s'est finalement affaissée sur sa chaise. Mais la clause 7 était celle qui allait véritablement anéantir ses espoirs. Margot a tourné à la page 12 du testament et s'est arrêtée. Puis elle a lu les mots qui allaient tout changer. Article 7, désignation de l'unique bénéficiaire. Toute la salle a retenu son souffle. Je lègue par la présente l'intégralité de ma succession, y compris tous les biens immobiliers, comptes d'investissement, liquidités et effets personnels, à ma fille légalement adoptée, Diane-Marie Mercier. Adoptée. Le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Le visage de Sandrine est devenu blanc. Littéralement blanc, comme si le sang s'était retiré de sa tête. Adoptée ? La voix de Richard était enrouée. Depuis quand ? Margot a répondu avec la même précision calme qu'elle avait utilisée tout au long de la séance. Monsieur Henri Mercier a formellement adopté Diane-Marie Mercier le 12 septembre 2012, lorsqu'elle avait 15 ans. L'adoption a été finalisée par le tribunal judiciaire. Comme Monsieur et Madame Richard Mercier avaient déjà renoncé légalement à leurs droits parentaux en 2010, aucun consentement supplémentaire n'était requis. Stéphanie me fixait. Donc, tu n'as même plus de lien de parenté avec nous ? J'ai croisé son regard. Plus légalement. Pas depuis que maman et papa m'ont cédé. Margot a continué la lecture, Diane n'est pas simplement une bénéficiaire. Elle est ma fille dans tous les sens du terme, légalement, concrètement et émotionnellement. Elle a travaillé à mes côtés pendant des années, a prouvé sa compétence et son intégrité, et j'ai une confiance totale en elle pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée. Il n'y a personne de plus méritant pour cet héritage, et personne que j'aime davantage. Ma vision s'est brouillée. J'ai refoulé mes larmes. Henri ne m'avait jamais parlé de la formulation exacte de cette clause. Il l'avait gardée secrète, attendant ce moment, sachant qu'il pourrait arriver. Sandrine secouait la tête lentement, comme quelqu'un essayant de se réveiller d'un cauchemar. Ce ne peut pas être légal, a-t-elle chuchoté. Victor, dites-leur que ce n'est pas légal. Maître Hérault n'a pas répondu. Il fixait son bloc-notes, son stylo immobile. Il savait que l'affaire était close. Margot a fouillé dans son dossier et a sorti une enveloppe scellée plus petite que les autres. Il y a un dernier élément, a-t-elle dit. Monsieur Mercier a laissé une lettre personnelle pour Diane avec des instructions pour que j'en lise une partie à haute voix lors de cette séance si Diane y consentait. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix.
Margot a ouvert l'enveloppe avec précaution et a déplié une seule page manuscrite. L'écriture familière d'Henri remplissait le papier. La même écriture que j'avais vue sur les cartes d'anniversaire, les courriels et les notes laissées sur mon bureau pendant 15 ans. Margot a commencé à lire. « Diane, si cette lettre est lue à haute voix, cela signifie que les choses se sont passées exactement comme je l'avais prévu. Ta famille biologique s'est présentée pour chercher l'argent qu'ils n'ont jamais gagné auprès d'un homme dont ils ne se sont jamais souciés. Je suis désolée que tu doives traverser cela, mais je sais aussi que tu es assez forte pour le gérer. » Un son étouffé s'est échappé de la gorge de Sandrine, presque un gémissement. Tu es venue à moi comme une enfant blessée, jetée par les gens qui auraient dû te protéger. Mais tu n'as pas laissé cela te définir. Tu as transformé ta douleur en détermination, ta solitude en indépendance, ton rejet en résilience. Je n'ai jamais été aussi fière de quelqu'un de toute ma vie. La voix de Margot s'est légèrement adoucie en continuant. Je ne t'ai pas sauvée, Diane. Tu t'es sauvée toi-même. Je t'ai juste donné un endroit pour le faire. Tout ce que tu as accompli, tes études, ta carrière, ton caractère, tu l'as gagné par tes propres efforts. Je te laisse ma succession, non parce que tu en as besoin, mais parce que tu la mérites, et parce que je sais que tu l'utiliseras pour aider les autres comme j'ai essayé de t'aider. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je n'ai pas essayé de les arrêter. Ne les laisse pas te faire sentir coupable d'avoir survécu. Ne les laisse pas revenir à moins que tu ne le choisisses. Tu ne leur dois rien. Tu te dois tout à toi-même. Je t'aime, Diane. Pour toujours ton père, Henri. Sandrine a tenté une dernière carte désespérée. Elle s'est levée à nouveau, mais cette fois sa voix avait changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui se voulait être une maternité blessée. Diane, ma chérie, je sais que les choses ont été dures quand tu étais jeune. J'ai fait des erreurs, je l'admets maintenant. Mais nous sommes toujours du même sang. Nous pouvons surmonter cela. Ne pourrions-nous pas au moins discuter de diviser la succession équitablement? J'ai essuyé mes yeux et je l'ai regardé. Tu as perdu le droit de m'appeler ta chérie il y a 15 ans. Je veux contester ce testament, a annoncé Sandrine à la salle. Victor, dites-leur que nous avons des motifs. Abus de faiblesse. Henri était malade. Elle l'a isolé. Maître Hérault a enfin pris la parole, bien qu'il ait eu l'air d'un homme lisant sa propre nécrologie. Madame Mercier, peut-être devrions-nous discuter de nos options en privé. Non. Dites-leur que nous allons nous battre. Margot a interrompu en tournant sa tablette vers la salle. Sur l'écran se trouvait un fil de courriel. Maître Hérault, peut-être aimeriez-vous expliquer cela à vos clients. La pièce est devenue silencieuse. Margot a lu à haute voix. Ceci est un courriel daté du 3 mars 2022 de Henri Mercier à Victor Hérault. L'objet est « Fin de collaboration professionnelle ». Dans le courriel, Monsieur Mercier écrit « Victor, je mets fin à notre relation professionnelle. Votre conseil d'inclure Richard dans mon plan successoral malgré ses années d'exploitation financière et son traitement envers Diane est inacceptable. Je vais engager un nouveau conseil. » Elle a regardé Victor. Vous avez précédemment représenté Henri Mercier. Vous avez été congédié parce que vous défendiez les intérêts de Richard contre les volontés d'Henri. Et maintenant, vous avez accepté ce dossier contre la succession d'Henri sans divulguer ce conflit d'intérêts à vos clients actuels. Le visage de Victor avait pris la couleur d'un vieux béton. Sandrine s'est tournée vers lui pour le dévorer du regard. Vous m'avez dit que nous gagnerions. Il n'avait pas de réponse. Maître Hérault s'est levé brusquement, ramassant sa mallette avec des mains tremblantes. Je dois examiner ces documents, a-t-il dit, sa voix dépouillée de son assurance habituelle. Nous devrions discuter de nos options en privé, Madame Mercier. Discuter de quoi? La voix de Sandrine montait encore. Vous partez maintenant, au milieu de tout ça? Victor n'a pas répondu. Il se dirigeait déjà vers la porte avec la démarche raide d'un homme qui savait que sa carrière pourrait s'effondrer. Victor! A crié Sandrine après lui. Victor! La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière lui avec un clic sourd.
Sandrine restait figée, abandonnée par son propre avocat devant tout le monde. Richard n'avait pas dit un mot depuis des minutes. Il était affalé sur sa chaise, fixant le sol. Il avait passé toute sa vie à suivre Sandrine, et maintenant elle les avait menés tous les deux au bord du précipice. Stéphanie pleurait doucement. Je ne savais pas si c'était pour l'argent ou pour l'humiliation publique. Sandrine s'est tournée vers moi une dernière fois. Le masque était complètement tombé. En dessous, il n'y avait que du désespoir. Et sous cela, quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements d'un vrai regret. Diane, sa voix s'est brisée. Nous pouvons encore, je veux dire, nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Le sang reste le sang. Tu pourrais encore, je me suis levée de table. Sandrine, tu as cessé d'être ma famille le 15 juillet 2010. Tu as signé le document toi-même. Je n'ai pas fait ce choix. C'est toi qui l'as fait. J'ai rassemblé mon dossier et je l'ai regardé avec fermeté. Je ne te hais pas. En fait, j'ai de la peine pour toi. Mais tu n'as aucun droit sur moi. Ni légalement, ni émotionnellement, d'aucune manière qui compte. Je me suis tournée vers Margot. Pouvons-nous continuer avec les articles restants? Margot a hoché la tête. Sandrine s'est rassise lourdement. Elle n'a plus reparlé pendant le reste de la lecture. Margot est passée à la section suivante avec un calme olympien. Article 9, legs caritatif. Les représentants des 3 organisations se sont redressés sur leurs chaises. Je demande que les dons suivants soient faits à partir de ma succession, 500 000 € à l'hôpital Necker pour l'établissement d'un fonds de bourse pour les enfants issus de milieux défavorisés, 300 000 € à la Fondation Abbé Pierre pour la construction de logements abordables en région parisienne, 200 000 € à la Ligue pour la protection des oiseaux pour des programmes d'éducation environnementale. Le docteur Patricia Legrand a hoché la tête solennellement. Henri était l'un de nos donateurs les plus fidèles depuis plus de 2 décennies. Ce don aidera des centaines de familles. Le représentant de la Fondation a ajouté, nous avons construit 6 logements grâce au don précédent d'Henri. Celui-ci en financera au moins 4 de plus. Margot a continué, je demande également que ma fille Diane poursuive les programmes de dons caritatifs que j'ai établis de son vivant, à sa discrétion. J'ai une confiance totale en son jugement. J'ai retrouvé ma voix. Je le ferai. J'honorerai tout ce qu'Henri a bâti. Une pensée m'est venue en regardant les 3 représentants assis dans cette pièce. Ils n'étaient pas là parce que la loi l'exigeait. Ils étaient là parce qu'Henri leur avait demandé de venir. Il avait voulu des témoins, des parties neutres qui pourraient témoigner de ce qui s'était passé ici aujourd'hui. Si Sandrine et Richard essayaient de poursuivre l'affaire plus loin, Henri avait anticipé chaque mouvement. Le docteur Legrand a capté mon regard et m'a offert un petit sourire bienveillant. Henri parlait de vous constamment. À chaque réunion, à chaque événement, c'était « et Diane a fait ceci, Diane a réussi cela ». Il était si fier de vous. J'ai refoulé de nouvelles larmes. Même dans la mort, Henri m'avait entouré de gens qui croyaient en moi. Quand Margot a terminé la lecture des derniers articles du testament, elle s'est tournée vers moi. Diane, en tant qu'unique bénéficiaire et exécutrice testamentaire, aimeriez-vous dire quelques mots? Je n'avais pas prévu de parler, mais 14 Père Dieu me fixaient, et j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui devaient être dites, pas pour le bénéfice de Sandrine, mais pour le mien. Je me suis levée. La plupart d'entre vous connaissaient Henri depuis bien plus longtemps que moi. Il m'a accueilli quand j'avais 13 ans et que je n'avais rien. Il m'a donné une maison, une éducation, plus important encore, une famille qui a choisi de m'aimer. J'ai regardé autour de moi, les employés de Patrimoine Mercier qui m'avaient vu passer de stagiaire à directrice financière, les représentants caritatifs. Avec cet héritage, j'ai l'intention de poursuivre tout ce qu'Henri a construit. Les propriétés seront gérées avec la même intégrité qu'il a établie. Les engagements caritatifs seront maintenus et je vais créer un nouveau fonds de bourse, la Bourse Mercier, pour les enfants issus de situations familiales difficiles qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Mes yeux ont trouvé Sandrine, toujours rigide sur sa chaise. Quant à mes parents biologiques, je ne garde aucune rancœur. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé.
Mais la paix ne signifie pas prétendre que cela n'est pas arrivé, et cela ne signifie pas ouvrir des portes que j'ai travaillé dur à fermer. J'ai pris une inspiration. Henri m'a appris que la famille est une question de choix. Les gens qui sont là pour vous quand tout s'effondre, c'est ça votre famille. Par cette définition, les gens dans cette pièce qui connaissaient Henri, qui travaillaient avec lui, qui le respectaient, vous êtes plus ma famille que les personnes qui partagent mon ADN. Je me suis rassise. La pièce est restée silencieuse un long moment. Puis Thomas Gallois a commencé à applaudir. D'autres ont suivi. Sandrine ne bougeait pas. Margot a formellement conclu la lecture à 15h47. Le testament a été lu dans son intégralité. Toutes les exigences légales ont été satisfaites. Mademoiselle Mercier, vous pouvez contacter notre cabinet la semaine prochaine pour commencer le processus de transfert. La succession devrait être entièrement réglée sous 14 jours ouvrables. Les gens ont commencé à se lever. Sandrine s'est levée lentement, comme une femme qui avait vieilli de 10 ans en 2 heures. Richard se dirigeait déjà vers la porte sans regarder personne. Stéphanie a ramassé son sac et a suivi son père sans un mot. Sandrine a attardé son regard sur moi une dernière fois. Son maquillage avait légèrement coulé. La femme confiante qui était entrée dans cette pièce en s'attendant à des millions semblait maintenant diminuer. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. J'ai vu ses lèvres former ce qui aurait pu être le début d'un « je suis désolée », mais elle a refermé la bouche, s'est détournée et est sortie. Je l'ai regardée partir. Cette femme qui m'avait jetée comme une marchandise défectueuse, qui avait signé des papiers pour rendre cela légal, qui s'était présentée 15 ans plus tard en espérant profiter de sa cruauté. J'ai ressenti un bref frisson, pas exactement de la satisfaction, pas une revanche, quelque chose de plus complexe, le vide étrange qui vient quand un chapitre se ferme enfin. Le docteur Legrand s'est approché de moi. Henri parlait de vous à chaque fois que nous nous voyions, a-t-elle dit en me serrant la main. Il m'a dit une fois que vous accueillir était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Je comprends pourquoi. Elle a glissé une carte de visite dans ma paume. Quand vous serez prête à discuter de ce fonds de bourse, appelez-moi directement. Léa est apparue à mes côtés, me serrant le bras. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement. Henri serait si fier. J'ai regardé la photo d'Henri que j'avais apportée avec moi. J'espérais qu'elle avait raison. Je dois reprendre mon souffle une seconde. C'était le moment que je redoutais et que j'espérais en même temps. Si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui se croit toujours la victime, vous savez à quel point c'est épuisant. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé après que la salle de conférence se soit vidée, restez avec moi. L'histoire n'est pas finie. Une semaine après la lecture du testament, Maître Margot Morand a déposé une plainte formelle auprès de l'Ordre des avocats. Le motif, les violations déontologiques de Maître Victor Hérault. Je ne lui avais pas demandé de le faire. Elle l'a fait parce que c'était son obligation professionnelle. Lorsqu'un avocat est témoin d'un manquement d'un confrère aux règles de déontologie, il est tenu de le signaler. La plainte soulignait 3 violations. Premièrement, le conflit d'intérêts. Hérault avait précédemment représenté Henri Mercier et obtenu des informations confidentielles sur sa planification successorale. Deuxièmement, le défaut d'information. Hérault n'avait jamais dit à Sandrine ou Richard qu'il avait eu une relation préalable avec Henri. Troisièmement, la tromperie. Hérault avait laissé ses clients croire qu'ils avaient un dossier solide alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir que leur position juridique était fondamentalement compromise. Margot m'a tenu au courant tout au long du processus. 2 mois après le dépôt, fin mai 2025, le Conseil de l'Ordre a rendu sa décision. Victor Hérault a été suspendu d'exercice pour une durée de 6 mois. Il a également été condamné à une amende de 15 000 €. Quelques semaines après sa suspension, 3 de ses plus gros clients ont discrètement transféré leur dossier ailleurs. J'ai entendu dire que le chiffre d'affaires de son cabinet avait chuté drastiquement cette année-là. Léa m'a demandé un jour si je me sentais satisfaite de la chute d'Hérault. Je ne lui ai rien fait, lui ai-je répondu. Il s'est fait cela tout seul. J'étais juste là quand les conséquences l'ont rattrapé. C'était la vérité.
Je n'avais pas cherché de vengeance contre Victor Hérault. Je n'avais pas déposé la plainte. Il avait fait ses propres choix, accepter un dossier qu'il savait éthiquement compromis, mentir à des clients qui lui faisaient confiance, parier sur l'intimidation plutôt que sur le mérite. Sa carrière en a souffert à cause de ce qu'il a choisi de faire. Certaines personnes construisent leur propre prison sans aucune aide. 3 semaines après la lecture du testament, un courriel est apparu dans ma boîte de réception de la part de sandrine.mercier1969@gmail.com. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Le message était plus long que ce à quoi je m'attendais. Sandrine n'avait jamais été adepte de la communication écrite. Elle préférait les appels téléphoniques où elle pouvait contrôler le ton, interrompre, rediriger. Diane, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais j'ai besoin de dire certaines choses. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé lors de la lecture du testament. J'étais en colère et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant que j'ai fait des erreurs quand tu étais jeune. J'étais dépassée. Ton père et moi luttions financièrement. Les choses nous ont échappé. Je ne demande pas d'argent. Je demande une chance de arranger les choses. Nous sommes toujours une famille, Diane. Le sang ne disparaît pas à cause de papiers légaux. Je suis ta mère. Rien ne peut changer cela. Pouvons-nous parler? Je pense que si nous nous asseyions ensemble, nous pourrions surmonter cela. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Maman. J'ai lu le courriel 3 fois. Puis j'ai appelé le docteur Aget, ma thérapeute, et je le lui ai lu au téléphone. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce courriel? M'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Elle reconnaît des erreurs, mais ne nomme pas lesquelles. Elle rejette la faute sur les circonstances, les problèmes d'argent, le fait d'être dépassée. Elle dit qu'elle ne demande pas d'argent, mais elle pivote immédiatement vers le fait de surmonter cela ensemble. Et elle s'appelle toujours maman alors qu'elle a renoncé à ce droit. Que voulez-vous faire? J'ai mis 2 jours à écrire ma réponse. Elle faisait 4 phrases. Sandrine, j'ai lu ton courriel. Je t'ai pardonné il y a longtemps pour mon propre bien, pas pour le tien. Mais je ne veux pas de relation avec toi. S'il te plaît, ne me contacte plus. Elle n'a pas répondu. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement de la clarté. 2 mois après la lecture du testament, une lettre est arrivée à mon adresse parisienne. Pas un courriel, une vraie lettre manuscrite sur du papier ordinaire, glissée dans une enveloppe un peu froissée avec un cachet de la Poste de Lyon. L'adresse de l'expéditeur indiquait S. Warren. Stéphanie avait pris le nom de son ex-mari lors de son mariage. Je l'ai ouverte à contre-cœur, m'attendant à une nouvelle manipulation. Ce que j'ai trouvé était différent. Diane, je n'écris pas ceci pour demander quoi que ce soit. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de pardon. J'ai juste besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 15 ans. Le soir où maman et papa t'ont mise dehors, je regardais par la fenêtre de ma chambre. Je t'ai vue assise sur le perron avec ses sacs poubelles. Je t'ai regardé pendant 4 heures. Je t'ai vue seule dans le noir à attendre, et je ne suis jamais descendue. J'aurais pu. J'avais 15 ans. J'aurais pu t'apporter de l'eau, ou m'asseoir avec toi, ou au moins te dire que j'étais désolée. Au lieu de cela, j'ai juste regardé par la fenêtre comme une lâche. Cela me hante depuis lors. Chaque fois que maman parlait de toi, te rejetant toujours la faute, se faisant toujours passer pour la victime, je pensais à cette fenêtre, à ce que je n'avais pas fait. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande pas de relation. Je voulais juste que tu saches que je sais que ce que j'ai fait était mal. Je t'ai laissé tomber quand tu avais le plus besoin de ta famille. Tu méritais mieux de la part de ta grande sœur. Si tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, je comprends. Mais je ne pouvais pas laisser une année de plus passer sans te dire la vérité. Stéphanie. J'ai lu la lettre 4 fois. C'était la première chose honnête que quelqu'un de ma famille biologique m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour déterminer ce que je voulais faire,
si tant est que je veuille faire quelque chose, de cette ouverture inattendue. Mais pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti autre chose que de la distance en pensant à ma sœur. 4 mois après la lecture du testament, j'ai finalement répondu à Stéphanie. Le docteur âgé m'avait aidé à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas ce que je me sentais obligée de faire, pas ce qui paraît très généreux, mais ce que je voulais sincèrement pour moi-même. La réponse m'a surprise. Je ne voulais pas fermer totalement la porte à Stéphanie. Sa lettre avait été la première reconnaissance honnête de ce qui s'était passé cette nuit-là. Pas d'excuses, pas de détournement, pas de demande d'argent, juste de la responsabilité. Mais je n'étais pas prête non plus à lui faire confiance. 15 ans de distance ne s'effacent pas avec une lettre. J'ai donc répondu avec des conditions. Stéphanie, j'ai lu ta lettre plusieurs fois. J'apprécie que tu aies reconnu ce qui s'est passé sans chercher d'excuses. Cela a demandé du courage. Je ne suis pas prête pour une relation complète, mais je suis ouverte à un contact prudent sous ces conditions. Premièrement, aucun contact via maman ou papa. J'ai mis fin définitivement à toute communication avec eux, et j'ai besoin que cette limite soit respectée. Deuxièmement, aucune discussion sur l'argent, l'héritage ou quoi que ce soit lié à la succession d'Henri, jamais. Troisièmement, je me réserve le droit de mettre fin à toute conversation sans explication. Si je ne réponds plus, j'ai besoin que tu respectes cela. Si ces conditions te conviennent, nous pouvons commencer par un appel vidéo mensuel de 15 minutes, sans pression. Nous pourrons parler de nos vies, de choses superficielles au début. Si cela se passe bien, nous pourrons construire à partir de là. Ce n'est pas moi qui dis que tout est pardonné et oublié. C'est moi qui dis que je suis prête à voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être construit, mais ce sera à mes conditions. Fais-moi savoir si tu acceptes ces conditions. Diane. Sa réponse est arrivée 3 jours plus tard. Un seul mot, accepter. J'ai programmé notre premier appel pour le samedi suivant. 15 minutes. C'était tout ce à quoi je pouvais m'engager, mais c'était un début. Le premier appel vidéo avec Stéphanie a eu lieu un samedi après-midi de septembre 2025, 6 mois après la lecture du testament. J'étais assise dans mon bureau à domicile, mon ordinateur ouvert, regardant les secondes défiler jusqu'à 14 heures. Mon cœur battait plus vite que lors de la lecture du testament. Cela me semblait plus dangereux d'une certaine manière. Affronter Sandrine avait été une question de défense contre une attaque. Ici, c'était une question de choisir d'être vulnérable. L'appel s'est connecté. Le visage de Stéphanie a rempli l'écran. Elle avait l'air différente de lors de la lecture du testament. Moins maquillée, plus fatiguée, mais aussi plus authentique. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Nous nous sommes regardés pendant un moment. 15 ans compressés dans un rectangle d'appel vidéo. Je n'étais pas sûre que tu répondrais vraiment, a-t-elle admis. J'ai failli ne pas le faire. Cela a brisé la glace. Stéphanie a ri, un rire nerveux et soulagé, et je me suis surprise à sourire presque. Nous avons gardé la conversation légère comme je l'avais demandé. Elle m'a parlé de son travail, elle suivait une formation pour devenir prothésiste angulaire. Elle a mentionné ses enfants, Lucas, 8 ans, et Chloé, 6 ans, sans me demander d'être leur tante. Je lui ai parlé de l'entreprise, du temps à Paris, de rien de trop personnel. À 14 minutes, j'ai dit que nous devions conclure. Diane, la voix de Stéphanie m'a arrêtée avant que je ne puisse couper l'appel. Merci de m'avoir donné une chance. Je sais que tu n'étais pas obligée. C'est la première étape, ai-je dit. Nous verrons où cela nous mène. La première étape, c'est déjà plus que ce que j'espérais. Nous avons programmé un autre appel pour le mois suivant. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon bureau un long moment. Je ne savais pas si Stéphanie et moi aurions un jour une vraie relation. Peut-être resterions-nous dans cet espace provisoire pour toujours. Mais pour la première fois, c'était moi qui décidais de la suite. Ce pouvoir valait plus que l'héritage. Le 14 mars 2026, un an jour pour jour après la lecture du testament qui a tout changé.
Je me tenais devant un petit immeuble commercial à Boulogne, la première propriété qu'Henri avait achetée en 1987 quand il était un jeune homme de 34 ans avec un rêve et à peine assez d'argent pour l'apport. L'immeuble avait été rénové l'automne dernier. Mais aujourd'hui, j'étais là pour autre chose. Une plaque de bronze avait été montée à côté de l'entrée principale, immeuble Henri R. Mercier, en mémoire d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que le sang. 1953 à 2025. J'ai touché les lettres de son nom, sentant le métal froid sous mes doigts. Dans l'année qui a suivi la lecture du testament, Patrimoine Mercier avait grandi de 12%, portant la valeur du portefeuille à 26,5 millions d'euros. Plus important encore, la bourse Mercier avait attribué ses premières aides. 5 étudiants issus de situations familiales difficiles, recevant chacun un financement complet pour des programmes d'été en sciences et mathématiques. Le docteur Legrand m'avait aidé à sélectionner les lauréats. Stéphanie et moi nous parlions toujours une fois par mois. Les conversations étaient devenues légèrement plus faciles. Nous étions passés de 15 minutes à 25. J'avais vu des photos de ses enfants. Elle avait vu des photos de mon appartement. Nous n'étions pas des sœurs au sens traditionnel du terme, mais nous étions quelque chose. Sandrine et Richard avaient cessé d'essayer de me contacter. Je ne savais pas à quoi ressemblait leur vie maintenant, et j'ai découvert que je n'avais pas besoin de le savoir. Léa s'est approchée de moi, regardant la plaque. « Ça va ?» J'ai réfléchi à la question. « Je suis en paix », ai-je dit. C'est encore mieux que d'être heureuse. Henri m'avait appris que la famille est un choix, et j'avais enfin appris à me choisir moi-même. Le ciel sur Paris était clair pour la première fois depuis des semaines. On pouvait voir jusqu'à l'horizon. Si je regarde ma propre histoire sous un angle psychologique, il existe un concept appelé « estime de soi conditionnelle ». La croyance que vous n'avez de valeur que si certaines personnes vous approuvent. J'ai passé les 13 premières années de ma vie piégée dans cette croyance. L'indifférence de ma mère me semblait être la preuve que je ne comptais pas. Ce qui m'a sauvée, ce n'est pas l'argent d'Henri. C'est son acceptation inconditionnelle. Il m'a vue pour ce que j'étais, pas pour ce que j'aurais dû être. La famille n'est pas une question de sang.